Chapitre 3. La naissance d'une âme. Malgré sa rondeur, Noëz arrive à se hisser dans le cockpit du vaisseau. Tout est prêt. Tous les hommes sont là. Jacques verse une larme. Il ne peut se retenir. Ses amis ont malgré tout le cœur serré. Son habitacle se referme. Jacques actionne la commande du moteur gravitique. Une fois à l'extérieur, il se retourne vers tous les membres d'équipage, comme pour les saluer. Puis, levant le nez de l'engin, fonce droit dans le ciel. Une fois qu'ils sont parvenus à plus de 400 km d'altitude, Jacques stoppe le moteur gravitique. Là, il voit autour de lui une multitude de vaisseaux de toute taille, du simple chasseur au plus gros croiseur jamais construit. Ce sont les Goloks. L'ennemi est là, mais il ne semble pas s'intéresser à lui. Jacques voit aussi les rayons de la graine d'étoile traverser le ciel. La surface de Monadis devient en moins de 2 minutes une boule incandescente et presque transparente malgré tout. Monadis est dématérialisé, mais sa lumière reste. Mais les Goloks ne l'ont pas compris. Alors, Jacques constate que les vaisseaux commencent à tirer dans la direction de Monadis, mais la réponse ne se fait pas attendre, car les rayons mortels qu'ils émettent se retournent contre eux. Sous les yeux de Noëz et Jacques, la flotte entière s'embrase et s'effondre sur Monadis en moins de temps qu'il ne faut pour brûler une allumette. Jacques pense aux milliers d'âmes qui se sont éteintes d'un coup, mais Noëz, qui ressent sa pensée, lui dit « Ils ne sont pas vraiment morts, regarde autour de nous. » En effet, Jacques observe, là où se tenaient les vaisseaux, des centaines de points brillants tournoyant un instant et en groupe descendre vers Monadis. « Ce sont les âmes de ceux qui sont morts, dit Noëz, qui sont attirés par Monadis, avec la chance de recommencer une nouvelle vie. Si tu ne veux pas qu'il en soit de même pour nous, fais quelque chose, ne restons pas là. » Alors Jacques a une pensée très nette sur son désir le plus cher. « Aqualus, je viens vers toi, je te désire du plus profond de mon être. » Jacques prend la clé qu'il a toujours gardée soigneusement, la glisse dans la fente qui semble être son logement, et dit à Noëz « Accroche-toi !» Il enfonce la clé et, d'un coup, il voit le ciel se distordre, la galaxie entière se concentrer et devenir ridiculement petite, et aussitôt se détendre et projeter devant lui tout l'univers. Un flash de lumière les éblouit, plus rien. Mais le vaisseau de Jacques se trouve maintenant emballé à une vitesse incontrôlable vers une planète. Jacques tâche de reprendre le contrôle, mais sans résultat. C'est le crash assuré pour eux. Mais depuis le sol, Aqualus aperçoit le petit chasseur pénétrer dans l'atmosphère. Comprenant ce qu'il se passe, elle dit « Jacques, ne contrôle plus ton vaisseau. Détends-toi, ferme les yeux. Laisse-toi aller. Fais-moi confiance. Je prends les commandes. À partir de cet instant, c'est moi qui te conduirai ta vie. » Jacques se laisse pénétrer par cette force totalement nouvelle et entend les conseils d'Aqualus l'envahir. Elle prend les rênes maintenant. Le vaisseau alors se stabilise, puis se met à ralentir et commence à faire un virage sur la gauche. Descend progressivement et bientôt s'approche à une vitesse modérée du lieu où Aqualus et Colonis se trouvent. Le chasseur se pose au pied des deux femmes, dans une douceur impressionnante. Jacques ne rêve pas. Il voit devant lui Aqualus depuis si longtemps disparu et Cléonis qui l'accompagne. Enfin, il est arrivé. La lumière de son cœur est saine et sauve. Il peut maintenant se reposer. Le cockpit s'ouvre, sans qu'il actionne quoi que ce soit. Et Noëz, qui s'est détaché, lui secoue l'épaule et dit « Allez, réveille-toi, elle t'attend, va la rejoindre. » Jacques bondit, enjambe les échelons, et se trouve face à Aqualus. À cet instant, il s'effondre. La regardant, il ne peut dire un mot. Mais il sent que son corps se met à bouillir. Il sait que, comme Starker, son tour est venu pour lui de mourir de la mort d'Elvie. Son esprit s'évade déjà de son corps. Il n'en a plus que pour quelques secondes. Noëz comprend alors ce qui lui arrive, car elle a vu Starker mourir de la sorte. Alors elle crie « Il va mourir de la maladie étrange comme Starker, il faut empêcher cela !» Aqualus saisit l'importance de l'instant. Alors, l'esprit de Jacques est bientôt loin, car il se voit flotter au-dessus de la planète.
Puis il monte encore plus haut, et voit la galaxie entière, et encore plus haut. Il domine l'univers entier, avec ses milliards de galaxies, comme si elles faisaient partie de son corps. Il se dit, de mon âme, je souhaite que mon sacrifice puisse apporter à l'humanité entière la vérité, la liberté et la fin de toute souffrance. À cet instant, il sent l'esprit de l'univers glisser et s'enrouler autour de lui. Mais au même moment, l'esprit d'Aqualus s'interpose et l'arrache à cette force maléfique. Avec vigueur, l'entraîne à une vitesse effrayante vers le bas. Jacques voit défiler toutes les étoiles du monde devant lui et s'éteindre au fur et à mesure. Une voix lui dit avec insistance, « Jacques, tu ne dois pas partir. Reste avec nous. Jacques, redescends avec nous. Il n'est pas l'heure pour toi de mourir et d'abandonner ta vie. » Il sent un goût étrange dans sa gorge et ses voix insistent autour de lui. Aqualus vient de lui introduire l'herbe de vie dans sa bouche. Celle-ci fond et pénètre dans son corps, comme un fluide, et lui fait l'effet d'un antidote. Aqualus veille sur lui. Il ne peut tomber maintenant. « Jacques, réveille-toi » Mais rien n'y fait. Il est toujours inerte. Alors Aqualus sent des larmes couler sur ses joues. Elle les essuie. Noès lui fait un signe, lui suggère une pensée, et Aqualus alors ouvre son cœur. Elle sent en elle surgir ses sentiments véritablement refoulés jusqu'alors. Elle prend Jacques dans ses bras, l'enserre et dit doucement dans le creux de son oreille, « Jacques, Jacques, depuis le premier jour où je t'ai rencontré, je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Je t'aime car tu apportes depuis le premier instant la lumière dont mon cœur a tant besoin depuis l'éternité. Tu n'as jamais renoncé à me nourrir, même quand tu étais dans la difficulté. Jamais tu ne m'as abandonné par tes pensées. Je t'aime car ton courage, ton innocence, ta simplicité sont autant de qualités dont peu d'hommes peuvent se prévaloir. Jacques, je t'aime, car tu as accepté ma destinée. Pour cela, je t'offre mon cœur. » Puis Aqualus approche ses lèvres de celles de Jacques et lui pose un baiser. À cet instant, leurs consciences ne sont plus qu'une. Ils sont liés l'un à l'autre par un rêve d'amour commun. Une nouvelle conscience est née. Jacques ouvre les yeux et dans leur regard, les mots sont bien peu. Celui-ci scelle leur amour, bien plus profondément que toute déclaration. Alors, une spirale de lumière les couvre un court instant. Et Noès élève sa voix pour chanter. Dans le cœur somnole une fleur, c'est celle qui donne le bonheur. Gloire à ceux dont le bouton s'épanouit, ils marcheront laissant derrière eux la nuit. Tant de souffrances, tant d'expériences, sont-elles utiles à une nouvelle naissance? Ceux qui par leur courage gagnent atteindront le sommet de la montagne. Bienheureux ceux qui se donnent pour l'amour, ils reverront leur bien-aimé au retour. Merveilleux ceux qui se donnent à la vie, leur mort réveillera les endormis. Un simple baiser peut réveiller un mort, pourvu que les cœurs soient de grands trésors. L'amour éternel unit les grands esprits, et enfin je peux chanter l'hymne à la vie. Noès s'est tu et Jacques et Aqualus se tiennent l'un face à l'autre. « Tu es superbe, dit Jacques. Tes cheveux longs sont merveilleux. Je ne t'avais jamais vu ainsi.
Mais Jacques ne voit pas la main droite d'Aqualus et s'en inquiète. Son bras est caché sous le voile de sa tunique. Aqualus comprend et lui répond en lui montrant son mognon. Ce n'est rien, juste la marque de mon engagement à une quête qui nous unit aujourd'hui. J'ai tant à te dire, à te raconter. Mais je sais tout, ton cœur m'a déjà expliqué. Cléonis les interrompt. Aqualus, Jacques, ne voyez-vous pas que Noèse n'est pas bien? J'ai l'impression qu'elle commence à avoir des contractions. En effet, Noèse se tient maintenant contre la rampe de l'Espérance. Aqualus se rapproche d'elle et lui propose de lui préparer un coin tranquille dans le vaisseau, où elle pourra, si elle le souhaite, se détendre et se retrouver un peu seule. Noèse accepte. « Depuis combien de temps as-tu des contractions ?» lui demande Aqualus. « Cela a commencé avant de partir de Monadis, mais elles étaient espacées de plusieurs heures au début. Je n'ai voulu en parler à personne. C'est la première fois que je vais accoucher, et je ne sais pas comment je dois m'y prendre. Ne t'en fais pas. J'ai déjà pratiqué 2 accouchements lors de mes voyages stellaires. Ce n'est pas mon métier, mais je m'en suis fort bien sorti. Je ne te connais pas, mais je te fais confiance, comme si tu étais de ma famille. C'est réciproque. Je veux que nous restions seuls dans le vaisseau. Je ne souhaite pas que Jacques me voie ainsi. Je me sens bien avec toi. » Aqualus pousse le sas. Jacques, qui est à l'extérieur, se retourne, surpris. « Ce n'est pas que tu l'indisposes, dit Cléonis, mais je pense que l'enfant n'en a plus pour longtemps à naître. Tu n'as pas le fluide d'une femme. Allez, viens me raconter toutes tes aventures. » Aqualus, dans le vaisseau, tâche de se préparer à la naissance. « As-tu pensé à un nom pour ton enfant ? » ?»« Oui, mais je le garde secret jusqu'à ce qu'il soit avec nous. » Aqualus se doute que dans moins d'1 heure, le bébé sera né. Alors, elle prend avec elle l'équipement médical. Et durant la période, sans cri, sans un mot, Noèse met au monde une fille, dont les yeux sont d'un vert émeraude, comme on n'en a jamais vu. Son regard traverse l'âme de ceux qu'il croise. De la lumière s'échappe presque de ses pupilles. L'univers entier s'y reflète. Dehors, Cléonis a réussi à détourner l'attention de Jacques. La porte du vaisseau s'ouvre. Aqualus passe la tête. Tout s'est bien passé. Axel est né. C'est une jolie petite fille. Jacques est maintenant détendu et tous regardent le vaisseau. L'Espérance a bien changé depuis que Jacques l'a quitté il y a si longtemps. Mais, dans une chambre qui a survécu au changement, Noèse est alitée. Elle voit Jacques et lui dit « Approche-toi et regarde là. » Jacques se penche sur le lit et voit le tout petit visage d'un bébé. Il est bien empêtré dans ses idées masculines et ne sait quoi dire. Mais Cléonis se rapproche et prend la parole pour lui. Elle est belle, regarde Jacques. Ses yeux sont incroyables. Ce vert est hors du commun. Et son nez est parfaitement celui de Noèse. Ses doigts sont d'une finesse. Je crois que ce sera une artiste. Je vois en elle des dons exceptionnels. Adulte, elle fera des prouesses. L'enfant est contre sa mère, sous les couvertures. Mais elle n'est pas vêtue. Alors Jacques, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, confectionne des vêtements pour le nourrisson. Noèse lui répond en souriant. « Tu es le premier couturier d'enfants de l'espace. Tu seras célèbre pour cela. » Je n'en doute pas. Mais Cléonis, qui était à l'extérieur, revient essoufflée, car elle a couru. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un homme dehors qui s'approche vers nous. Aqualus, Jacques, Cléonis et Noèse s'apprêtent à aller à sa rencontre. Mais fort surpris, il reste devant le vaisseau. Il regarde celui-ci traversant la vaste étendue d'herbe de vie, sans que celle-ci ne se rebelle contre lui. C'est un homme grand, aux cheveux gris, habillé d'une cape en toile rugueuse et terne. Cléonis le reconnaît vite, comme si elle ne l'avait jamais quitté. C'est son père. Les larmes lui montent aux yeux. Bientôt, proche, il regagne le petit vaisseau de Jacques et prend la clé à l'intérieur. Jacques s'en inquiète. Il se retourne vers sa fille et d'un seul regard l'inonde de lumière. Rassuré par Cléonis qui l'a reconnu, Jacques et Aqualus ne peuvent s'empêcher de le questionner. « Es-tu neuf ?» demande Jacques, l'homme qui nous a toujours précédés dans notre voyage, pour connaître ainsi le mystère de cette clé. « C'est le nom dont m'a baptisé l'équipage de Novam. Continue à m'appeler ainsi, si tu le souhaites. »« Mais d'où viens-tu » interroge Aqualus, « pour que nous ne t'ayons jamais remarqué auparavant. »« Je suis toujours là,
où je dois être, au moment où il le faut. Mais aujourd'hui, je vous retrouve. Aqualus par ta force, Cléonis par ton esprit, Noèse grâce à ton cœur. Vous toutes, mes trois filles enfin ensemble, réunies par un être simple et pur, Jacques. Par votre courage et votre sacrifice, une page de l'histoire de l'humanité se tourne enfin. Le silence s'installe un instant, puis Neuf reprend. Noèse, tu es bien fatiguée. Où est ton enfant, se porte-t-il bien? Il dort, il va très bien. Ne le laisse pas seul. Il a tant besoin de toi. Mais je vais te retenir une seconde avant que tu ne le rejoignes. Je vais vous emmener avec moi, le temps de vous donner l'explication de tout cela. Neuf les invite à se tenir tous par la main, ce qu'ils font sans hésiter. Fermez les yeux. Je vous amène une fraction d'éternité dans le monde réel. Alors, d'un coup, ils sont projetés dans un endroit où nul homme vivant n'est jamais allé. Là où ni les étoiles ni les planètes n'ont leur place, un monde où le petit et le grand se confondent, un monde sans chronomètre, un monde sans dimension, dans lequel il n'y a ni bon ni mauvais, ni fort ni faible. Ici, tout est possible. Un monde où l'amour est la force qui dirige tout, qui crée le tout, où tous sont semblables dans la diversité. Un monde sans douleur, où la mort n'est qu'un renouveau pour aller encore plus haut dans la beauté et le bonheur. Bref, un monde parfait. Ce moment ne dure que le temps de fermer les yeux, car dès qu'il leur demande de lâcher les mains, Neuf interrompt le charme, et tous reviennent dans le monde étoilé. Mais le goût du monde réel s'est installé dans leur corps entier et leur laisse à tous un fragment d'éternité vivant déjà en eux. Et ils y participent maintenant pour toujours. Plus jamais, ayant goûté du fruit de la vie, ils ne retomberont dans l'oubli de la nature réelle. Jacques, Aqualus, Noèse et Cléonis ouvrent les yeux, et au-dessus d'eux, les étoiles illuminent le ciel. C'est déjà le soir. Grâce à vous, dit Neuf, j'ai maintenant terminé mon travail dans cette nature mortelle, mais vous allez prendre ma suite lorsque je serai parti tout à l'heure. La nuit est bientôt là et l'espérance est suffisamment vaste pour accueillir tout le monde. Après le repas que Cléonis a préparé, tous se rassemblent autour de Neuf. Noèse est présente aussi et tient dans ses bras son enfant qui tète. Il leur dit: Mes filles, je suis votre père à tous. Cléonis, tu m'as reconnu tout de suite. Ma vie a commencé il y a bien longtemps. Je suis né sur Terre, tout comme Jacques, Cléonis, toi aussi. Tu es né sur cette planète. Mais tu n'étais qu'une petite enfant, comme Céleste, ton frère, jumeau, lorsque vous avez quitté Atlantide. J'ai eu dans ma longue vie un parcours étrange, mais je suis heureux d'avoir pu accomplir la mission que les forces de la vie ont bien voulu me confier. En fait, je ne peux pas dire que je suis né sur Atlantide, mais c'est la Terre qui m'a accueilli. Car en moi, l'ancienne planète était déjà morte lorsque mes yeux ont vu pour la première fois la lumière. Cette graine d'étoile que vous avez trouvée et réveillée était déjà mon partage depuis mon premier souffle. Que devais-je en faire? Devais-je prendre sur moi toute la misère de l'humanité? Non, certes. Mais je devais un moment veiller à ce qu'elle ne s'enfonce pas plus bas dans l'oubli de sa destinée. Durant mon enfance, j'ai appris à connaître ce monde et les hommes. Ma liaison avec le fluide de la vie me permit très tôt de devenir, malgré mon jeune âge, bientôt très réputé pour ma force mentale hors du commun, et j'avais déjà la faculté de lire dans chaque être comme dans un livre. Lorsqu'ils m'entendaient converser avec les étoiles, les hommes prenaient peur, car ils ne comprenaient absolument pas mon langage. Un jour, où je conversais avec les astres, une femme s'assit auprès de moi et se mit à parler la même langue. Elle reprit ce que je disais, elle parlait aussi le langage des étoiles. Cette femme, Cléonis, c'était ta mère. Elle avait les mêmes dons que moi. Notre union donna naissance à toi et ton frère jumeau, Céleste. Lunis, ta mère, était aussi pure qu'une étoile et sa beauté inégalable. Beaucoup d'hommes m'enviaient. C'est pourquoi Bézus profita du prétexte de mon opposition pour l'embarquer avec lui sur son vaisseau.
L'Unis se laissa faire, car sa sagesse ne s'oppose jamais à la volonté des humains, mais elle s'adapte et agit, mais jamais par la force. Belgius est parti en me donnant son royaume. J'en ai fait la terre. Juste après le départ des 2 vaisseaux, la planète fut ébranlée par de grandes modifications géologiques. Les rayons de Monadis auraient dû frapper la planète il y a près de 6500 ans, mais cela ne fut pas à cause des hommes qui voulaient changer le destin. Alors, sans ces changements attendus, l'humanité restée sur Terre fut bien désemparée. Beaucoup moururent, et je me suis retrouvé avec un groupe de plusieurs milliers d'hommes à guider à travers le cadavre d'une civilisation disparue en quelques mois. Nous nous sommes installés dans les grandes terres de l'Est, au pied des très grandes montagnes, non loin du désert du Gobi. Quelques-uns, avec mon aide, y fondèrent un foyer de lumière. Mon ami Tao était leur guide, et il enseigna à son peuple une sagesse exemplaire, l'amour avant tout. Ainsi, il dévoila l'existence d'une nouvelle matière, que je nommerai vérité. Puis je repartis, laissant Tao. Nous traversâmes les montagnes sur un nuage de pensée qui nous conduisait directement dans une région chaude, mais abreuvée par un fleuve extraordinaire qui nourrissait à lui tout seul un large pays. Cette région regorgeait de richesses naturelles, et les rayons du soleil et des étoiles conjugués lui donnaient la force et la possibilité de rayonner la lumière et la vie à profusion. Le reste de ceux qui m'avaient suivi jusqu'alors décidèrent d'y rester définitivement. Un homme que j'appréciais particulièrement y fonda les bases d'une sagesse sans précédent. Hermès, le grand parmi les grands. L'Égypte antique est son œuvre, bien avant les grands bâtisseurs. Jacques interrompt Yahvé. Avez-vous vu bâtir les grandes pyramides? Bien sûr, Jacques. À cette époque, j'étais plus que discret. Ce monde ne m'appartenait plus depuis longtemps. Il y avait bientôt 2000 ans que Atlantide avait disparu. J'ai réussi à passer toutes ces époques en comprimant le temps autour de moi. Mais si vous vous rappelez la prière des Lunis sur Képhren, je dois vous dire que celle-ci est arrivée sur Terre, et c'est pour cela qu'un des bâtisseurs en porte le nom. Képhren a vu le jour sur Terre, mais j'ai surtout veillé à la construction de Khéops et influencé les architectes pour qu'ils y introduisent l'histoire complète avec le calendrier des événements sur la période de la civilisation atlantéenne, soit 6423 ans. Sur Terre, la vie est un tour de roue. Il est temps pour vous d'y rentrer afin d'achever votre ouvrage. Mais je sens en toi, Jacques, le désir de connaître le grand secret de la construction des pyramides. C'est vrai. N'as-tu jamais vu construire une pyramide? Si, sur Monadis, avec tous les hommes, nous avons soulevé et assemblé en un temps record une pyramide aussi imposante que Képhren. Voilà donc un mystère éclairci. Mais sache qu'à cette époque, il y avait encore sur Terre assez d'hommes ayant conservé leur pouvoir atlantéen pour découper, transporter et assembler les millions de pierres nécessaires à la construction de ces ouvrages gigantesques. Mais cette magie a disparu peu de temps après. Après cette époque égyptienne, j'ai œuvré avec grande discrétion et n'ai pas quitté la terre, jusqu'à ce que je rencontre ta mère, Aqualus. Je ne comprends pas, père, dit Aqualus. Ta mère est terrienne, tout comme celle de Jacques. Tu es né dans la même maternité que ton ami, à Paris, le même jour. N'as-tu jamais remarqué que tu n'as pas du tout le type Lunis? Tu es la seule blonde de la planète, avec ta sœur maintenant disparue. J'ai toujours cru que c'était une anomalie physique, mais pourtant j'ai tous les pouvoirs Lunis depuis mon enfance. Ta mère est morte en te mettant au monde avec ta sœur. Alors j'ai décidé de vous ramener sur Lunis, afin que vous puissiez vous développer sans contrainte du fait de vos dons naturels. Comment aurais-tu pu, enfant, vivre normalement sur Terre avec les facultés que tu possèdes? Alors, en Aqualus, un grand silence s'installe. Regardant Jacques, maintenant elle comprend mieux aujourd'hui son attirance pour lui depuis le premier jour. Aqualus, réjouis-toi de cela, car ta place est tout comme Jacques sur Terre. Je vous ai confié, lorsque vous étiez encore nourrisson, à une famille Lunis, en laquelle j'avais toute confiance. Ils vous ont élevé comme leurs enfants. Moi, pendant ce temps, j'ai dû parcourir la galaxie afin d'y trouver d'autres hommes, d'autres femmes d'Atlantide en perdition. Aqualus lui demande: Est-ce vous, père, qui êtes apparu sur Lunis et Golok comme un messie?
Oui, c'était moi encore. Était-ce vous qui êtes venu sur Elvie et qui avez laissé la maladie, comme ils l'appellent là-bas, et laissé le vaisseau sur place? Toujours moi. Vous qui étiez dans le vaisseau qui transportait ma mère? Demande Noël. Oui, je fus son geôlier quelques instants. Elle t'a raconté la suite, j'imagine. Voilà en quelques mots ma longue histoire et celle de notre peuple. Il y a tant de choses à dire pour une sortie dans l'espace de 6500 ans, que la vie ne suffirait pas à vous raconter tout ce que j'ai vécu. Chaque se remémorant Novam. Novam m'a raconté votre histoire. C'est là que nous avons commencé à faire les rapprochements. C'était un homme talentueux, mais sa jeunesse l'était moins. Sa destinée était inscrite dans la ligne des parfaits de ce monde. Sa poésie est pleine de lumière, et lui-même vit dans la lumière aujourd'hui. Mais de Starker il ne reste rien maintenant. C'est faux. Starker est son fils naturel, qu'il a eu juste avant de quitter l'Unis. Mais il l'a toujours caché à tous. Je le sais car il s'était confié sur Unis lorsque nous sommes restés seuls. Leurs destins se sont recroisés sur Unis, et ils ont été à tour de rôle des commandants de vaisseaux, et ils sont ensemble sur Modadis aujourd'hui. N'oublie pas, Jacques, que sans lui, vous ne seriez jamais arrivé jusqu'au cœur de la planète mystérieuse. Qu'est devenu mon frère? Demande Cléonis. Je ne sais pas, mais je ressens en moi qu'il est encore vivant, peut-être perdu sur Golok. S'il est là-bas, tu dois le retrouver. C'est pour cela que je vous ai demandé de partir vers Andromède, afin de le libérer si cela est encore possible. Il appartient à vous de changer le cours de la vie. Aussi, allez tous sur Golok et trouvez Belgius, afin de lui ôter sa couronne, car d'ores et déjà, il n'est plus maître de l'univers. Sa flotte aujourd'hui disparue, sur quoi règne-t-il? Vous quatre avez le pouvoir de le ramener à la raison. Partez confiants. La graine d'étoile vous protège. Je préfère m'arrêter là, car il y a plus important à faire maintenant et la planète sur laquelle nous sommes va être touchée par les puissants rayons de Monadis dans quelques heures. Si vous restez ici, vous ne pourrez plus continuer votre route, qui est encore longue. Cléonis dit à son père, « Ce que tu me dis, je l'ai toujours su. Ma vie n'aura de sens que lorsque je serai revenu sur Terre, avec tous les miens, égarés dans l'espace, car ils ont oublié leur véritable vocation. Tu as raison, si vous pouvez trouver Céleste, ramenez-le sur Terre et votre travail sera totalement accompli. Pour toi, Jacques, j'ai quelque chose. Donne-moi tes mains. » Neuf attrape ses deux mains et lui dit, « La Terre est ta planète, ta mer profonde. Elle te donne sa force. Tu en es le dépositaire. Tu as participé à la libération et à la transformation du monde. Sans toi, rien n'aurait été possible. Alors, au nom de tous ceux qui se sont donnés pour l'amour de la lumière et de la vie, je te donne le pouvoir de faire resplendir la vérité et la liberté sur la terre. Cette planète est ton domaine, fais-en un havre de paix pour l'humanité. Pour cela, fais-leur découvrir la graine d'étoile. » Jacques ressent tout cela. Sa graine d'étoile, il l'aperçoit plus consciemment. Te souviens-tu de ce que tu dis devant les Goloks et le grand dictateur Lunis? Au moment où vous me le demandez, maintenant cela me revient. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et alors, Jacques, qu'en penses-tu? Je pense que je ne sais rien, je ne connais que l'amour. L'essentiel est dit, n'en rajoute pas, tu as gagné un cœur. Prends cette clé et donne-la un jour à celui qui en aura besoin. Jacques, étonné par toutes ces révélations, lui demande, Yahvé, tout ce qui m'est arrivé n'a jamais été le fruit du hasard. Depuis le jour de ma naissance, vous saviez qu'un jour je serais enlevé par les Goloks et que je rencontrerais Aqualus. Ma vie a été préparée malgré moi à ce destin. Qu'ai-je vraiment fait et décidé que vous n'ayez calculé? C'est vrai, tu as en partie raison, Jacques. La trame de ton destin est ainsi. Mais tu as pour toi que tu as eu un comportement de vie exemplaire, qui t'est propre, et que ton destin, tu l'as accepté depuis ton enfance, alors que les hommes ont tous le défaut de vouloir le changer. Mais pour toi, Jacques, quoi que tu fasses, le 11 août 1999, ta vie devait changer. Mais maintenant, il faut nous quitter, je suis fatigué. Je vais prendre un repos bien mérité. Mais, père, dit Aqualus, vous n'allez pas partir maintenant. Aqualus, ce n'est pas moi qui pars, mais vous.
car Belgius vous attend. Il se fait tard ce soir et vous ne devez plus perdre de temps. Mais le moteur éthérique du vaisseau est totalement détruit. Comment faire un tel voyage? Tu n'as plus besoin de moteur, l'univers est en toi. Tu peux désormais voyager où bon te semble. Aie confiance, ma fille, tu en es capable. Partez immédiatement. Les rayons de Monadis sont proches et ne vont pas tarder à toucher Digger. Puis viendra le tour de Lunis et Golok par la suite. Cela dans les heures qui viennent. Partez sur Terre. Les âmes des Atlantes égarées depuis des siècles vous suivront. Ne vous souciez pas de vos frères et de vos sœurs sur Lunis. La Terre, leur planète natale, les attend. Que se passera-t-il lorsque la Terre sera elle aussi frappée par la lumière? Demande Jacques. Cela dépend de vous, de la force d'âme de l'humanité. Lorsque vous serez revenu, le premier rayon touchera la planète. Mais ce n'en sera pas la fin. Au contraire, ce sera le premier jour d'une nouvelle ère. La planète sera bousculée dans ses recoins, car ce jour-là, le calendrier de Khéops aura fini son cycle précisément. Toutefois, le compte à rebours aura commencé. Guerres et révoltes sonneront dès cet instant. La folie noircira l'esprit des hommes qui auront malgré tout en charge de découvrir leur vérité. J'en ai assez dit. La liaison d'amour que vous possédez est suffisante pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour continuer votre mission. Aqualus, juste une chose, je te donne un conseil qui peut être utile sur Terre. Ainsi qu'Anoès. Tu t'appelles Luce Aqua. C'est pour cela que je t'ai rebaptisé Aqualus sur Lunis. Ta sœur Clara portait déjà ce prénom sur Terre. Alors Neuf embrasse ses 3 filles et sort du vaisseau. À l'intérieur, Aqualus demande à Jacques et ses sœurs de s'attacher sur leur siège. Axel est dans un petit lit improvisé mais solide, face au poste de pilotage. Elle actionne le moteur gravitique qui soulève progressivement le vaisseau à plusieurs mètres de l'aire de stationnement. De là, elle voit Neuf qui monte dans son ancien vaisseau qui a sauvé Jacques plus d'une fois. Instantanément, son astromef se teinte de multiples couleurs et décolle. À l'horizon, le faisceau de lumière de Monadis se montre. Neuf plonge dessus et se fait absorber par le flux lumineux. Aqualus monte d'un coup au-dessus de l'atmosphère qui s'embrasse déjà de la force des rayons qui viennent de la frapper. La planète à leurs yeux disparaît d'un trait.